Chapitre 4. L'homme a plusieurs diplômes. Le prix du savoir, l'héritage des parents. Celui qui apprend sans peine n'a pas connu la sueur du mérite. Proverbe africain. Derrière chaque enfant qui réussit, il y a une mère qui prie et un père qui sacrifie. Après ma formation de 2 ans en tant que technicien supérieur des eaux et forêts, j'ai continué dans une autre institution où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur des travaux en environnement et gestion des ressources naturelles. Et enfin, j'ai obtenu un master en environnement de mesures de conservation. J'avais donc 3 diplômes de 3 différentes spécialités. La route vers le savoir n'a jamais été une ligne droite. Pour moi, chaque diplôme était un combat, un bras de fer contre les limites économiques, les nuits blanches, les doutes et parfois la faim. Mais il y avait toujours cette voix douce et constante, celle de ma mère. Mon fils, le savoir est une richesse que personne ne pourra jamais te voler. Mon père, quant à lui, homme de peu de mots, mais de grands gestes, vendait parfois une partie de sa récolte pour payer les frais de scolarité. Le fruit tombe toujours près de l'arbre. Que tu sois mon fils, c'est déjà une victoire, me disait-il un soir, les yeux brillants d'émotion. Je me souviens des cahiers usés, des chaussures trouées, des bougies pour étudier pendant les coupures d'électricité et des longues heures de marche pour se rendre au centre de formation ou au concours. Mais je me souviens aussi des sourires, des prières de ma mère avant chaque examen et de cette phrase qu'elle répétait sans cesse. Va chercher ton avenir là où les autres ont peur de se perdre. Le concours des eaux et forêts fut le premier sommet conquis. L'ingénierie environnementale, le second. Évaluation environnementale et aménagement du territoire, le troisième. Chacun de ces diplômes fut une médaille invisible que j'offrais à mes parents, ces piliers silencieux qui m'avaient porté à bout de bras. Un enfant bien éduqué est l'honneur de toute une lignée. Proverbe bantou. On ne monte pas au sommet sans user ses sandales. Proverbe camerounais. Malgré la fatigue, je n'ai jamais abandonné. Chaque réussite était pour moi une dette envers mes parents, que je rêvais un jour de rembourser en bâtissant un avenir sublime pour eux. Les portes fermées du mérite. Quand le talent frappe à la porte, c'est souvent la politique qui répond. Dans la jungle du monde, le lion instruit est souvent mangé par l'hyène influente. Proverbe africain. Je croyais, comme tant d'autres, que le plus dur était derrière moi. 3 diplômes, 3 sommets gravis les uns après les autres. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que l'enfer ne commençait pas toujours à l'échec. Parfois, il débute après la réussite. Dans les mois qui suivirent mon dernier diplôme, je me lançais dans la grande bataille, celle des concours d'intégration à la fonction publique. Là où l'espoir de milliers de jeunes se concentre en quelques chiffres, 30 places pour 2000 candidats, 10 postes pour 1500 ingénieurs. Un système où le mérite ne suffit plus, où le nom de famille, les bras longs et les appartenances tribales pèsent plus que des années d'études. Je participa au concours national d'intégration des ingénieurs en environnement. Sur les 1857 candidats, seulement 15 furent retenus. Et parmi eux, les rumeurs allaient bon train. Fils de ministre, nièce de hauts fonctionnaires, jeunes issus de cercles influents. Quand le poisson pourrit, ce n'est jamais par la queue, proverbe africain. Le mérite est souvent enterré sous les papiers de la corruption.
Je me souviens de cette journée comme d'un cauchemar éveillé. Des heures d'attente sous un soleil implacable, des visages tendus, des regards suppliants vers les listes affichées. Et puis, le silence. Mon nom n'y figurait pas. À peine remis de cette claque, je tenta le concours Les architectes urbains de la fonction publique. Cette fois, 7 places pour 900 candidats. Là encore, le scénario se répéta. Tricherie suspectée, incohérence dans les notes, les résultats repoussés à plusieurs reprises sans explication. Ce n'est pas la sueur qui t'ouvre la porte, c'est la main que tu tiens. Je commençais à sombrer, pas dans le découragement total, mais dans une forme de colère silencieuse, celle des gens qui ont tout donné et qui voient leurs rêves glisser entre les doigts. Je me rappelais les nuits blanches, les sacrifices de mes parents et cette promesse que je m'étais faite, enfant. J'y réussirai, même si le monde s'écroule. Mais là, le monde semblait bien s'écrouler. J'ai même failli sombrer dans la dépression. Certains de mes camarades, dans la même situation, avaient quitté le pays. D'autres, moins chanceux, s'étaient enfoncés dans la spirale de l'alcool ou avaient choisi l'exil intérieur du silence. Là où le pain manque, les rêves se fanent. Proverbe du Sahel. Un soir, j'ai reçu un appel d'un ancien camarade de classe, aujourd'hui en poste dans un ministère. Tu sais, frère, il faut voir les bonnes personnes, sinon tu vas tourner en rond. Ce pays-là ne fonctionne pas avec les diplômes, il fonctionne avec les noms. Je raccrochais, le cœur lourd, je regardais les murs de ma petite chambre, jonchés de diplômes encadrés. Je me demandais, et si tout cela n'avait été qu'un mirage? Mais une voix familière résonna dans ma tête, celle de ma mère, toujours confiante, toujours debout. Mon fils, la justice de l'homme est bancale, mais celle de Dieu n'oublie jamais ceux qui se battent. Ce soir-là, je pleurais. Pas de faiblesse, mais de rage et de détermination mêlées. Je compris que si je voulais survivre dans cette jungle, il allait devoir se réinventer. Encore. Les silences de la rue et les cris du cœur. Le silence d'un diplômé est plus bruyant que le vacarme d'un ignorant au pouvoir. Quand le bruit ne tombe pas, ce n'est pas qu'il n'est pas mûr, c'est qu'on l'empêche de tomber. Proverbe camerounais. J'avais atteint un point de rupture invisible, pas celui qui se voit dans les gestes, mais celui qui ronge l'âme. Chaque jour devenait un défi. Se lever, sortir sans but réel, éviter les questions gênantes du voisinage, feindre le sourire quand au fond, le cœur saigne. Je croisais d'anciens camarades de formation, parfois devenus mototaximens, vendeurs ambulants ou vigiles dans des supermarchés. Tous avaient un point commun, un diplôme au fond d'un tiroir et une vie suspendue à l'ironie du sort. Moi, je continuais à envoyer des CV, à me présenter aux portes fermées des ONG, à répondre à des annonces dont je ne recevais jamais de retour. Je me rendais à des salons d'emploi où les recruteurs distribuaient plus de promesses que d'embauches. Dans les rues de la capitale, ils apprenaient à éviter les regards. Trop de gens me posaient la question, avec tous tes diplômes-là, tu fais quoi maintenant? Il n'y avait pas de bonne réponse. Il n'y en avait plus. Quand tu cries dans le désert, seul l'écho t'entend. Proverbe africain. Ceux qui rient de ta chute ne savent pas combien de fois tu as tenu debout sans aide. Un jour, j'ai reçu une offre. Une entreprise de consulting environnemental cherchait un jeune diplômé pour un poste de terrain.
Le salaire était moins que le SMIC, 38 700 francs CFA. Sans contrat, sans assurance, sans avenir. J'ai refusé. Mon père me dit alors, il vaut mieux rester digne dans la faim que courber les chines pour un plat souillé. Mais la faim, elle ne comprend pas les proverbes. Une autre fois, un cousin influent me proposa une porte d'entrée dans un ministère, moyennant une participation symbolique de 2 millions de francs CFA. Dans un élan de désespoir et avec beaucoup de réserve, on donna cet argent à ce cousin qui prit la poudre d'escampette juste après. Comme quoi, ça ne laissait personne. Nous étions tous devenus des loups les uns pour les autres, même au sein de la famille. Quand l'emploi est à vendre, le mérite devient mendiant. Le plus dur n'était pas la pauvreté, mais le sentiment d'inutilité. Je me rappelais les longues heures de cours, les sacrifices familiaux, les nuits blanches. Tout cela, pourquoi? Pour rester assis à observer la vie défiler, spectateur d'un film où il ne jouait aucun rôle? Malgré tout, je n'abandonnais pas. Je lisais encore, j'écrivais, je réfléchissais. Je savais que le feu qui couvre sous la cendre est souvent plus dangereux que la flamme visible. Une nuit, assis sur un banc près du quartier administratif, je vis un vieux balayeur ramasser les papiers sales d'un ministère. Il s'approcha, curieux. L'homme me salua, le regard franc. Tu travailles ici, monsieur? J'avais demandé. Non, petit frère, je nettoie juste les traces de ceux qui ont volé ton avenir. Le prix de l'humiliation est le rêve assassiné. Quand la dignité est à vendre, les âmes se perdent à crédit. Un homme peut perdre tout sauf sa fierté, car c'est le dernier habit de l'honneur. Proverbe d'Afrique centrale. Il y a des moments dans la vie où tout bascule. Pas forcément à cause d'un grand choc, mais parfois à cause d'une simple phrase. Une phrase lâchée dans un bureau climatisé entre deux souris hypocrites avec cette douceur glaçante qui cache les pires intentions. Ce jour-là, j'avais été reçu dans une boîte internationale de la ville pour un entretien informel. Une connaissance d'un oncle m'avait obtenu ce rendez-vous. Je m'étais habillé avec soin, avais imprimé mon CV, y avais joint mes diplômes et une lettre de motivation presque poétique. Je croyais encore à la force des mots. L'homme en face de moi était un directeur connu pour ouvrir les portes. Il me fixa longuement avant de dire, un sourire en coin. Dis-moi, si un document tombait là maintenant, est-ce que tu pourrais te pencher pour le ramasser? Un silence glacé s'installa. J'ai tout de suite compris. Ce n'était pas une question, c'était une offre, ou plutôt une proposition indécente, masquée derrière une métaphore nauséabonde. J'ai senti une boule monter dans ma gorge. Je me suis levé, rassemblé mes papiers et murmuré. Je préfère crever de faim que de vendre ma dignité. Puis je suis sorti sans me retourner. Quand on demande à un homme de se courber trop bas, c'est qu'on veut le piétiner ensuite. Proverbe Peul. La dignité, c'est comme l'ombre. Une fois perdue, elle ne revient plus. Ce fut le déclic. Ce jour-là, je me suis juré que je ne frapperais plus à des portes souillées, que je créerais les miennes. Je me suis lancé alors dans l'entrepreneuriat associatif. Avec passion et foi, j'ai créé 2 associations à but non lucratif, centrées sur le développement durable en milieu urbain. L'une s'appelait Terre citoyenne, l'autre Écoville Cameroun.
Je voulais mobiliser les jeunes, nettoyer les quartiers, reboiser les zones bétonnées, sensibiliser à la gestion des déchets. Mais très vite, l'euphorie laissa place à l'amertume. Les démarches administratives furent un enfer. Dossiers perdus, exigences absurdes, retours interminables. Il fallait motiver certains fonctionnaires pour que les papiers avancent. Un chef de service me dit un jour, ton projet est bon, petit, mais tu ne connais pas les rouages. Ici, sans graisser la pâte, même les idées s'éteignent. Dans un pays où l'huile fait avancer les roues, les freins sont pour les pauvres. Malgré tout, j'ai persisté. J'ai organisé des réunions, mobilisé des volontaires, mais même les sponsors privés me fuyaient. Je voulais des projets bénéfiques, c'est-à-dire profitables. Le mot durable ne pesait rien face à l'odeur de l'argent. Ces deux associations devinrent vite des coquilles vides, non pas par manque d'idées, mais par l'asphyxie institutionnelle. À chaque étape, c'était une porte fermée, une taxe imprévisible, une autorisation manquante. J'écrivais des lettres, envoyais des mails, sollicitais des rendez-vous. Personne ne répondait. Quand un jeune plante un arbre, l'État lui demande d'abord de prouver qu'il a acheté la terre. Je commençais à douter, non pas de moi, mais du système. Il me rendait compte que le problème n'était pas mon manque d'effort, mais la manière dont la société étranglait ceux qui osaient rêver sans piston. Une nuit, dans le noir de ma chambre, j'ai écrit dans mon carnet. Je suis un diplômé dans les couloirs d'une république sans boussole. Mon crime, c'est d'avoir cru que le savoir suffisait. Aujourd'hui, je comprends que ce pays ne récompense pas l'effort, il le punit. J'avais encore pleuré. Mais cette fois, je pleurais de rage, une rage contenue, une rage lucide. L'exil ou l'exploit à contre-cœur. Partir n'est pas fuir, c'est survivre à ce qui tue à petit feu. Quand le cœur n'a plus de toi, il cherche un ciel, proverbe camerounais. Je n'avais jamais rêvé de quitter mon pays. J'en connaissais les douleurs, mais aussi les parfums, les voix du marché, la chaleur humaine malgré la misère. Le Cameroun, c'était ma terre. Même dans l'humiliation, même dans l'échec, je m'y accrochais comme à une racine invisible. Mais parfois, il suffit d'une rencontre pour que les repères basculent. Elle s'appelait Épiphanie. Un prénom à la hauteur de ce qu'elle fut pour moi. Une révélation dans l'obscurité. Étudiante en biochimie, elle préparait un mémoire sur l'impact des substances toxiques dans les milieux urbains défavorisés. Elle était brillante, sensible, engagée. Et surtout, elle croyait encore que les choses pouvaient changer. On s'était rencontrés lors d'un atelier de formation sur l'environnement et la santé publique. Dès les premières discussions, je fus touché par son intelligence douce, son rire franc et sa capacité à écouter sans juger. Très vite, elle devint plus qu'une amie. Elle fut mon refuge moral, mon ancrage dans la tempête. Dans un monde qui t'écrase, la plus belle des résistances, c'est une main qui te relève. Quand je doutais, elle me rassurait. Quand je voulais tout abandonner, c'est elle qui me rappelait pourquoi j'avais commencé. Quand je pleurais, c'est dans son silence que je trouvais la paix. Elle croyait en moi d'une manière que même moi n'arrivais plus à faire. Tu es trop grand pour ce système qui t'étrangle, me disait-elle souvent. Mais un arbre continue de pousser, même quand le sol est sec. Mais le destin, encore une fois, s'en mêla. Un jour, Épiphanie m'a annoncé qu'elle allait poursuivre ses études de master en toxicologie environnementale
en Allemagne. J'ai senti son cœur se fendre. J'étais fier d'elle, bien sûr, mais je me sentais abandonné par la vie, encore une fois. Elle partit, mais avant de quitter le pays, elle me serra la main, les yeux remplis d'espoir, et me dit: « Ne me laisse pas seul là-bas. Promets-moi de venir. Tu n'as plus rien à prouver ici, mais tu peux encore te prouver à toi-même que tu n'es pas né pour l'échec. » Ce fut le déclic. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, l'âme en feu. J'ai regardé mes murs nus, mes diplômes muets, mes chaussures usées par des kilomètres de marche sans emploi. Et je compris. Je ne pars pas pour fuir. Je pars pour respirer. Je pars pour me retrouver. Et je pars aussi pour elle. Le froid de l'exil, la chaleur de l'espoir. L'étranger est comme une graine jetée sur une terre inconnue. Il ne sait s'il doit pousser ou se laisser mourir. Celui qui quitte son village pour un monde nouveau emporte dans ses bagages le silence de ses ancêtres. Proverbe africain. Je n'oublierai jamais ce 6 décembre. L'avion a atterri à l'aéroport de Düsseldorf sous un ciel gris et bas, un de ces ciels qui ne laissait rien filtrer, même pas l'espoir. Il faisait moins 2 degrés Celsius. Le froid me frappa en plein visage dès que je mis un pied hors de la passerelle. Mon manteau n'était qu'un chiffon face à ce vent glacial. J'étais seul, perdu, et soudain, j'ai entendu une voix douce. « Baby !» Je me suis retourné et là, je l'ai vue. Épiphanie, émistouflée dans un long manteau, les yeux brillants, les bras ouverts. Elle était là, fidèle à sa promesse. Elle m'a accueilli à l'aéroport avec un sourire qui a balayé en un instant toute la peur, toute la fatigue, toute la solitude accumulée durant le voyage. On s'est pris dans les bras comme 2 âmes qui se retrouvèrent après un naufrage. Elle m'a soufflé à l'oreille. Tu es là, tu as tenu à ta promesse, tu as réussi. Je me suis senti renaître. Nous avons pris un train en direction de Hanovre, où j'avais été accepté pour un master en énergie renouvelable à l'université de la ville. C'était un nouveau départ, un saut dans l'inconnu, mais j'étais prêt à reprendre mes études pour la 4e fois, prêt à réécrire ma vie avec de nouvelles lettres dans une nouvelle langue. Le premier soir, dans sa petite chambrette universitaire, entre un matelas au sol et des boîtes de thé à moitié vides, j'ai senti une chaleur humaine que je n'avais plus connue depuis longtemps. Elle avait tout préparé. Un peu de nourriture africaine, un pull chaud pour moi et une petite affiche collée sur le mur. Bienvenue, mon architecte de lumière. Mais rapidement, le choc culturel s'imposa. Je ne parlais difficilement allemand. Chaque trajet en métro était une épreuve. Chaque démarche administrative, une torture. Pour m'inscrire à la fac, il fallait un logement fixe, une preuve d'assurance, des documents traduits par un traducteur assermenté et un rendez-vous à l'Ausländerbehörde, l'office des étrangers, que l'on n'obtenait qu'après plusieurs semaines d'attente. Une vraie jungle. En Afrique, on dit que le monde est un village. Mais ici, j'ai découvert que certains villages ont des murs et des gardiens. J'étais fatigué.
fatigué d'avoir à recommencer encore, alors que j'avais déjà payé tous les prix. Et pourtant, chaque matin, je me levais. Épiphanie m'a été d'un soutien indéfectible. Elle venait avec moi au rendez-vous, m'aidait à remplir les formulaires, traduisait les lettres, me répétait sans cesse que je valais plus que ce que le monde voulait me faire croire. Elle avait cette force calme, ce regard qui disait: je crois en toi, même quand toi, tu n'y crois plus. Je me souviens d'un soir où, en revenant du centre-ville, transi de froid, je me suis assis sur un banc et j'ai pensé. Je suis passé par des forêts du Cameroun à la glace de Hanovre. Mais mes racines sont solides. Elles s'adaptent. Elles tiennent. Je savais que rien ne serait facile, que ce master serait exigeant, que j'allais devoir encore prouver, encore apprendre, encore me battre. Mais j'étais là, vivant, aimé et debout. L'exil, ce n'est pas un abandon, c'est une graine jetée loin avec l'espoir qu'elle germera plus tard, ailleurs. Là où tu as connu la douleur, bâtis ton palais, car c'est là que tu apprendras à régner. Quand l'avenir s'éteint ici, il faut chercher une Bresse ailleurs. Proverbe malien. L'amour est une patrie quand la terre natale devient prison. Du chaos à la clarté, la renaissance d'un fils d'Afrique. Là où tu t'es battu, tu dois s'aimer. Et là où tu as s'aimé, même la nuit finira par s'éclairer. Celui qui apprend dans l'obscurité brillera à l'aube. Proverbe africain. Aujourd'hui, je regarde derrière moi, je réalise le chemin parcouru. J'ai obtenu mon master en énergie renouvelable à l'université de Hanovre. Mention. Très bien. J'ai soutenu mon mémoire devant un jury composé d'ingénieurs, de chercheurs, de personnes qui m'ont écouté non pas parce que je venais d'Afrique, mais parce que j'avais quelque chose à dire. J'ai vu dans leurs yeux du respect, de la reconnaissance, pas du paternalisme, pas du mépris, juste de la considération professionnelle. Et croyez-moi, ça vaut plus que 1000 médailles. Ce jour-là, en sortant de l'auditorium, le vent soufflait toujours froid, mais en moi, tout était chaud. Chaud de sens, chaud d'accomplissement, chaud de dignité retrouvée. Je suis désormais en route pour un doctorat, toujours dans le domaine des énergies durables. J'ai choisi de travailler sur un sujet qui me ramène à mes racines: l'optimisation de la production solaire dans les zones rurales d'Afrique centrale. Car si j'ai dû partir, je n'ai jamais tourné le dos. Mon savoir a désormais une mission. Mon exil a un sens. Il m'arrive souvent de comparer, dans le silence de mes insomnies, le système éducatif de l'Occident et celui de chez moi, au Cameroun. La vérité, crue mais nécessaire, c'est que chez nous, le diplôme est souvent une punition, un piège doré. On étudie, on réussit, on porte des torches et des espoirs, mais à la fin, on est broyé par l'administration, les réseaux, le favoritisme, la corruption. La méritocratie n'est qu'un mot vide, trop souvent. Ici en Europe, malgré les difficultés, l'effort paye. C'est lent, exigeant, parfois injuste. Mais si tu travailles, si tu apprends, si tu t'adaptes, si tu avances, ton diplôme a une valeur marchande. Ton parcours est lu. Tu n'as pas besoin de supplier, de ramasser un document tombé pour obtenir un emploi. Tu n'as pas besoin d'appartenir à un camp politique pour exister. Ta compétence parle pour toi. Et cela, pour quelqu'un comme moi, c'est une renaissance. Là où ton nom était une rature, il devient
signature. Je pense souvent à mes parents. Mon père me dit toujours au téléphone, tu n'as pas fui, mon fils. Tu t'es sauvé et tu vas sauver aussi d'autres. Ma mère, elle, elle prie chaque matin en regardant mon diplôme qu'elle a reçu. Elle ne sait pas lire l'allemand, mais elle sait que ce papier représente le triomphe d'un fils contre la fatalité. Et puis, il y a Épiphanie. Elle est toujours à mes côtés, forte, brillante, engagée. Nous construisons ensemble une vie de sens, une vie d'amour et de projet. Elle m'a connu brisé, elle m'a vu me reconstruire. Ce livre n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de tous les jeunes brisés par un système qui étoffe les rêves pour mieux vendre l'humiliation. C'est pour ceux qui dorment avec des diplômes sous leurs oreillers et la honte dans leur cœur. C'est pour ceux qui croient encore malgré tout. Je ne suis plus celui qu'on appelait le diplômé déchu. Je suis Fotso Bristedi, fils d'Afrique, ingénieur vent et du soleil, artisan de la justice, passeur d'espoir. Et à tous ceux qui liront ces lignes, je dis, ne vous excusez jamais d'avoir des rêves trop grands pour les murs qu'on vous impose. Ne baissez pas les bras. Plantez-les dans la terre et poussez. Vous êtes des semences de lumière. L'arbre qu'on voulait abattre est devenu forêt.